cela, mais je fais confiance au prochain orateur pour vous stimuler un peu. Je vais le présenter brièvement, puisque la plupart d'entre vous le connaissent sans doute. C'est le professeur Ahmed Fekhi, qui est chef du service de chirurgie buccale à Strasbourg. Ce n'est pas son seul titre. Il a été avant tout président de la Société francophone de médecine buccale et chirurgie buccale, à laquelle il a donné un essor très important. Et il est à la base, et la cheville ouvrière, comme toujours, de recommandations dont il va vous parler déjà ce matin et cet après-midi. Et ça a mené une évolution dans la prise en charge des patients de façon très conséquente. Il est également, je crois, responsable... Non, il ne faut pas que je dise. Non, ça suffit, ça suffit. Il est que maintenant passe président, mais il continue à bien sûr tirer les ficelles dans les coulisses. C'est pour vous dire comment il est très actif, et vous verrez que cette approche a permis de voir une autre vue et d'abandonner certaines pratiques qui étaient, disons, peut-être désuètes, voire manquant de base scientifique. Je te laisse la parole, Ahmed. Tu ne dépasses pas ton temps, hein, s'il te plaît. Non, n'hésite pas à m'avertir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, c'est avec une émotion intacte et un plaisir renouvelé que je me retrouve pour la deuxième fois avec vous dans votre belle ville de Constantine. J'en suis très heureux et je voudrais à cette occasion remercier les organisateurs et notamment Nadia Aubin pour m'avoir fourni l'opportunité de me retrouver avec vous. Le sfaxien que je suis n'est pas rancunier du tout. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire, et ils sont sûrement nombreux ici, savent que celui qui a donné son nom à ma ville natale, le général Sifax, a eu quelques déboires, pour ne pas dire plus, avec quelqu'un que vous connaissez bien et dont le tombeau est à quelques centaines de mètres d'ici, Massinissa, à une époque où Sifax s'est même allié aux Romains et pourtant Massinissa l'a vaincu pendant cette glorieuse période nulle. En fait, ce n'est pas tout à fait le sujet dont je voulais vous parler, mais c'était peut-être une explication pourquoi je me sens si bien avec vous. Pour aborder le sujet du jour, je dirais que entre le cœur et la cavité buccale, il y a une interface qui est sous-tendue par deux risques pour l'odontologiste. Nous allons voir ce matin le premier aspect qui est le risque hémorragique et j'aborderai avec vous cet après-midi une autre question, le deuxième aspect qui est le risque infectieux. Concernant le risque hémorragique, comme vous le savez, les anticoagulants comportent grosso modo 3 chapitres. Les anticoagulants injectables, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, il s'agit des héparines, qu'elles soient les héparines standards ou les héparines à bas poids moléculaire. Je ne vous en parlerai pas parce que tout simplement, ce sont des anticoagulothérapies de courte durée, dans la majorité des cas chez des patients hospitalisés et utilisés de façon urgente, entre guillemets. Enfin, je pourrais répondre à certaines questions après si vous le souhaitez. Le propos d'aujourd'hui se limitera à l'anticoagulothérapie au long cours qui comporte les agents antiplaquettaires et les antivitamines K. Sur le schéma de droite, vous voyez ce dilemme devant lequel tout chirurgien se trouve chaque fois qu'il est face à un patient anticoagulé. Le dilemme entre l'interruption ou simplement la modification de l'anticoagulothérapie avec le risque thromboembolique que cela entend et
la poursuite du traitement sans modification de l'anticoagulothérapie, avec bien sûr le risque hémorragique qu'on pourrait deviner. Je reviendrai bien sûr sur cette notion. Je voudrais d'abord vous rappeler que les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité et de morbidité en France, puisque d'après l'ARSAPS, et c'est les chiffres les plus récents, il y a en France pratiquement 2% de la population qui sont sous AAP et pratiquement 1% qui est sous AVK. C'est énorme. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ceci. Il y a bien sûr les progrès médicaux et donc qui expliquent le vieillissement de la population, et qui dit population âgée dit population à risque, puisque c'est une population polymédiquée et qui a plusieurs pathologies sous-jacentes. Tous ces facteurs expliquent l'élargissement important et continu des indications des anticoagulants dans la population, et ceci, je suppose que c'est la même chose en Algérie et ailleurs. Les médecins dentistes sont donc amenés de plus en plus souvent à prendre en charge ces patients. Et ils vont se trouver devant ce dilemme dont je parlais tout à l'heure, arrêt ou modification, avec une limitation à ce moment-là supposée du risque hémorragique et une exposition beaucoup plus grande du risque thromboembolique. Et vous voyez tout de suite où je veux en venir. Si on met dans une balance d'un côté le risque thromboembolique et de l'autre côté le risque d'un petit saignement, d'une petite hémorragie d'origine dentaire, vous voyez un peu que la balance va pencher sérieusement d'un côté beaucoup plus que de l'autre. D'ailleurs, plusieurs études se sont intéressées à cet aspect, et d'après ces études, que vous avez en bas mais que vous ne voyez pas très bien malheureusement, le risque hémorragique sous AAP ou AVK est considéré faible et de bon pronostic, puisqu'il ne dépasse jamais les 5%, et encore, il n'y a eu aucune situation grave qui ne soit pas maîtrisée par le praticien. Alors que le risque thromboembolique, lui, est réel, je n'ai pris qu'une étude, il y en a plusieurs. Sur 526 cas, il y a eu 526 cas d'interruption ou de modification d'AVK pour des procédures bucco-dentaires. Il y a eu 9 complications, dont 5 sévères et 4 décès. Vous entendez bien, 4 personnes qui sont décédées parce qu'on a modifié leur traitement AVK pour une extraction dentaire. Ceci n'est pas admissible. Il y aura donc 2 chapitres. Le premier chapitre va nous amener à nous intéresser aux agents antiplaquettaires, et comme l'a rappelé Jackie tout à l'heure, la Société francophone de médecine buccale et de chirurgie buccale, où j'ai eu l'honneur et le plaisir de m'en occuper pendant pas mal d'années, a édité les premières recommandations sur l'utilisation des agents antiplaquettaires, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site que vous voyez en haut à droite. Et ces recommandations, patronnées par Jackie Samson, ont été publiées dans l'excellente revue MDCB que je vous recommande vivement. Bien sûr, je ne vais pas, surtout à cette heure-ci, vous gaver des différentes recommandations, je ne vais pas les détailler, ce n'est pas l'objet ici. Je vais plutôt vous parler des recommandations qui me semblent être les plus importantes et vous essayer de vous illustrer ça par quelques cas cliniques. Ces recommandations disent que l'arrêt du traitement, que ce soit par aspirine, c'est-à-dire le cardégique essentiellement, ou par clopidogrel, eh bien, le Plavix, que vous connaissez,
eh bien, cet arrêt n'est pas recommandé, n'est pas justifié avant une chirurgie buccale, quelle qu'elle soit. Chirurgie buccale, pour moi, inclut la chirurgie parodontale, la chirurgie implantaire et tout. Ces recommandations insistent aussi sur l'importance des mesures d'hémostase. Je reviendrai longuement tout à l'heure sur cette fameuse hémostase. Elles disent aussi une chose qui passe souvent inaperçue et qui n'est pas reprise par les auteurs, c'est l'appréciation du degré d'autonomie et de coopération du patient. Ceci me semble extrêmement important parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces patients sont souvent des patients âgés. Ils sont souvent diminués. Ils ne sont pas toujours autonomes. Et l'une des recommandations, c'est justement de s'assurer que ces patients, soit ils sont encore autonomes et qu'ils comprennent les recommandations post-opératoires, et c'est tant mieux, soit il faut s'assurer à ce moment-là qu'ils soient bien accompagnés, qu'ils soient entourés et que leur entourage peut éventuellement les prendre en charge en cas de saignement. Ces recommandations disent aussi que le temps de saignement n'est pas prédictif, il est donc inutile de demander un temps de saignement chez un patient sous AAP. Et là, je ne pense pas seulement au déficit de la sécurité sociale. Quand je dis que le temps de saignement n'est pas contributif, ça veut dire que vous connaissez d'avance, vous le savez, c'est un patient sous AAP, sous aspirine, son temps de saignement va être forcément augmenté. Le recours systématique à une prise en charge hospitalière n'est pas justifié, c'est une autre recommandation. Ben oui, c'est pas parce qu'un patient est sous Plavix qu'il faut l'envoyer systématiquement à l'hôpital. Autrement, comment vous justifierez le fait d'avoir fait 6 années d'études, un doctorat et que sais-je encore? Vous êtes là pour prendre en charge les patients à risque aussi. Et ces patients ne doivent pas être systématiquement dirigés vers les services hospitaliers. L'anesthésie locorégionale, l'anesthésie tronculaire en général, n'est pas souhaitée, elle est contre-indiquée bien sûr, ça je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ces recommandations ne concernent pas l'aspirine à forte dose, qui n'est jamais utilisée dans ce cadre-là. L'indication de l'aspirine à forte dose, c'est une indication anti-inflammatoire ou analgésique, et donc ça n'a rien à voir avec les patients sous AAP. Étant donné qu'on peut changer l'aspirine pour cette indication-là, et on peut mettre d'autres antalgiques, ou antipyrétiques, ou anti-inflammatoires. Bien sûr, les conseils post-opératoires et les consignes sur la conduite à tenir en cas de saignement post-opératoire doivent être explicités au patient ou à son entourage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, voici quelques cas cliniques pour illustrer mon propos et pour vous montrer que, contrairement à ce qu'on faisait avant, il est tout à fait possible de prendre en charge des patients sous AAP ou sous AVT. Ce patient de 68 ans a eu plusieurs épisodes inflammatoires sur cette dent de sagesse mandibulaire droite enclavée, avec des rapports avec le canal mandibulaire, etc. Et vous voyez ici un des épisodes, et c'est à l'occasion de cet épisode qu'il a consulté. Ce patient a eu 2 AVC, des antécédents de 2 AVC, et une hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, dans le cas de risque hémorragique, est considérée comme un facteur de comorbidité. Il est bien sûr sous cardégique, un tas d'autres médicaments sur lesquels je ne vais pas m'étendre, et on a décidé de maintenir le cardégique, vu ses antécédents, et d'effectuer un protocole standard avec une couverture d'amoxicilline 2 grammes par jour, 1 semaine en périopératoire, et une hémostase locale que je ne développerai pas ici, puisque je vais en parler longuement ultérieurement. Voici quelques vues. L'intervention, vous voyez ce sac péricoronaire qui a été cureté,
L'intervention est effectivement un petit peu sanglante, mais les chirurgiens connaissent ce genre de choses, ils savent gérer. Une hémostase locale avec un parage au collagène lyophilisé, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, des sutures mucogingivales, et voilà, une radiographie post-opératoire immédiate pour voir s'il n'y a pas de problème de fracture et de choses comme ça. Vue préopératoire, une semaine après, ablation des sutures, aucun problème hémorragique. Il y a même des patients qui sont sous 2 AAP, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier matin, c'est-à-dire qu'ils prennent à la fois du cardégique et du Plavix. C'est surtout les patients qui ont des stents. Voici un patient qui a 3 stents actifs sur l'artère coronaire. Il est sous Plavix et cardégique, plus un tas d'autres choses. Il a une cardiopathie ischémique, une insuffisance aortique, une sténose de la carotide, etc. Et ce patient nécessite des extractions multiples. Voici une vue préopératoire à la fois clinique et radiologique. Les avulsions sont faites en une seule séance, sans aucune modification de son traitement, aucune. Une hémostase locale que je développerai après, une radiographie post-opératoire, le résultat de la récolte, et voici, une semaine après, ablation des sutures, aucun problème de saignement. Donc, c'est possible, même avec 2 AAP. Passons maintenant rapidement, et je rappelle au président de séance qu'il ne faut pas hésiter à m'interrompre, parce que sinon... Passons aux antivitamines K. Là aussi, la Société francophone de médecine buccale et de chirurgie buccale a publié des recommandations avec la Société française de cardiologie, qui sont également téléchargeables gratuitement sur notre site. Là aussi, je ne vais pas vous développer toutes les recommandations, mais l'essentiel, l'arrêt systématique du traitement par AVK avant une intervention de chirurgie buccale n'est pas justifié à condition que l'INR est stable et inférieur à 4. Je reviendrai sur cette notion de stabilité de l'INR. Les cardiologues ont toutes les difficultés du monde de stabiliser un patient. C'est une raison supplémentaire pour ne pas interrompre le traitement anticoagulant. La prise en charge de ces patients à l'hôpital est obligatoire si l'INR est supérieur à 3, ce qui implique qu'à 3 et en dessous, je vous rappelle que l'INR cible dans la majorité des cas est entre 2 et 3, ce qui implique donc que si l'INR est inférieur à 3, la prise en charge au cabinet libéral en ville est tout à fait possible. S'il y a un risque médical associé, c'est-à-dire une association AVK et AAP, c'est considéré comme un gros risque hémorragique. Je vous prouverai le contraire tout à l'heure et je vous dirai ce que j'en pense. Et la mise en place d'un matériau hémostatique résorbable après la chirurgie. Le relais héparinique n'est justifié que de façon tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, les cardiologues détestent le relais héparinique parce que justement, lorsqu'on va reprendre les AVK, il sera très difficile de stabiliser ces patients. Bien sûr, aussi le risque thromboembolique, et c'est ça le plus important. La prescription de certains médicaments est contre-indiquée, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, il s'agit essentiellement du miconazole, et l'anesthésie loco-régionale est bien sûr contre-indiquée. Comme vous le voyez ici à droite, pas de thromboembolique. Alors il y a une nouveauté depuis quelques années, c'est qu'il existe maintenant des appareils d'automesure de l'INR. On a parlé du diabète tout à l'heure. Ces appareils d'automesure sont tout à fait similaires aux appareils d'automesure de la glycémie. C'est des appareils extrêmement pratiques, tout à fait fiables. Il y a eu énormément d'études là-dessus. Et d'ailleurs, l'AFSAPS a reconnu que ces appareils sont tout à fait fiables, mais n'a pas recommandé leur remboursement par la sécurité sociale, et ceci uniquement pour des problèmes budgétaires.
elle a recommandé quand même l'un des deux, le Coaguchec, pour être remboursé chez les enfants. Le plus utilisé, c'est l'IN-ratio, qui s'utilise exactement de la même façon que l'appareil d'automesure du glycémie. Je trouve personnellement que ceci est extrêmement intéressant dans un cabinet dentaire. Comment évaluer le risque hémorragique? Eh bien, les recommandations ont listé ici plusieurs actes en disant, voilà, il faut tant et tant d'extraction pour qu'on puisse considérer que le risque est important, ou le risque est faible, ou le risque est modéré. Ceci est une première approche. Je ne suis plus tout à fait d'accord avec cela. C'est vrai que je suis pour la politique des petits pas, la progressivité, ça ne me dérange pas, mais l'essentiel c'est d'avancer. Je sais que Jackie n'est pas toujours d'accord avec moi sur cela, parce qu'il a beaucoup critiqué les recommandations quand on les a sorties, en disant qu'à Genève, on est au-delà de cela. Oui, je suis d'accord. Mais lorsque des habitudes sont tellement ancrées, eh bien, je ne suis pas contre le fait de pratiquer la politique des petits pas pour vaincre ces habitudes. L'essentiel, c'est le résultat. Et donc là, par exemple, on dit que s'il y a l'avulsion de 3 dents et plus, on considère que le patient est à haut risque hémorragique. Les Anglais vont jusqu'à 5 dents. Mais je suis convaincu qu'on peut aller nettement au-delà sans problème. Et je vous le prouverai tout à l'heure. Alors, ces recommandations disent aussi qu'il faut faire attention à certaines prescriptions qui peuvent interférer avec les AVK, soit en les potentialisant, soit en augmentant l'INR, parfois dans des proportions très importantes. Et il s'agit surtout des dérivés azolés. Même le Dactara en gel buccal, et il y a eu des études là-dessus, vous avez les références ici, même en utilisation topique, le miconazole peut potentialiser sérieusement les AVK, donc il faut utiliser d'autres molécules, notamment les dérivés polyènes qui n'ont pas d'interférence avec l'INR. Il y aurait aussi certains antibiotiques qui peuvent potentialiser l'action des AVK, comme les céphalosporines, le métronidazole, les tétracyclines. Enfin, je ne sais pas si on utilise encore des tétracyclines, mais bon, il y a toujours des irréductibles. Il faut, dans ce cas-là, faire un contrôle d'INR avant l'intervention, un contrôle régulier d'INR pour la prescription, essentiellement. Pardon. Les recommandations se sont terminées par un arbre décisionnel où on voit ici, comme je vous ai dit, l'essentiel de l'INR cible étant compris entre 2 et 3, donc ce qui est possible en pratique de ville, ce qui doit se faire en pratique hospitalière, et au-delà de 3, tout est en pratique hospitalière, même si on peut discuter cela. Et voici maintenant, là aussi, quelques cas cliniques pour les AVK, avulsion multiple, 10 dents au maxillaire et 6 dents à la mandibule, un patient qui a des antécédents d'AVC plus hypertension artérielle, il est gâté aussi parce qu'il a un tas d'autres choses sur lesquelles je ne reviens pas. Il est sous Préviscan. Voici une radiographie préopératoire. Et voici son INR, le suivi de son INR. D'ailleurs, le laboratoire vous envoie toujours un suivi INR. Et là, on remarque que son INR s'est stabilisé autour de 3. C'est parfait pour nous, il n'y a pas de problème. Alors que lorsque l'INR joue au yo-yo comme ici, c'est là où il faut vous méfier. Une fois, il n'y a pas si longtemps, un patient est venu, il disait, il avait tout son suivi INR et il était à 3,8, je crois, quelque chose comme ça. Eh bien, on a refait un INR la veille, parce qu'il le faut. Eh bien, il était à 8,5. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas le toucher. Voici une vue clinique. Je vous laisse admirer le niveau d'hygiène bucco-dentaire. Intervention, 10 dents au maxillaire, en une séance, sans modification de son traitement.
hémostase locale sur laquelle je reviendrai après. Une semaine après, vous voyez l'aspect cicatriciel, aucune hémorragie. On enlève les sutures, avant et après. Eh bien, dans ces cas-là, vous voyez que c'est tout à fait possible. Et si moi je le fais ou mes assistants au service, ça veut dire que c'est tout à fait faisable en cabinet libéral pour des gens qui ont eu leur diplôme. Un autre cas où un patient est à la fois sous AAP et AVK. Et je vous rappelle que d'après les recommandations, ces patients-là sont considérés comme à haut risque hémorragique. Alors, ce patient, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il a eu de gros ennuis, il avait une endocardite pendant son hospitalisation, rhumato pour un autre problème, et c'est un patient qui est obèse. Et lorsqu'ils nous l'ont envoyé au service, eh bien, les brancardiers à Strasbourg ont refusé de le monter parce que ceux d'entre vous qui connaissent notre ancienne fac, Youssef vous a parlé hier de la nouvelle structure dans 2 ans, mais dans l'ancienne fac, il faut monter 3 marches d'escalier. Et comme ce patient est en chaise roulante, les brancardiers n'ont pas voulu. Ils ont mis les syndicats, tout ça, enfin bref, je vous passe les détails. Donc on a dû faire tout en une fois. Il est sous-cardiagique et prédiscant. On a maintenu les AVK, les AAP. L'INR du jour était inférieur à 3. C'est vrai que c'était une intervention un petit peu sanglante, comme vous le voyez ici. Mais au bout d'une semaine, lorsque le patient s'est présenté pour l'ablation des sutures, la seule petite complication qu'il y avait, c'était un petit hématome de rien du tout, qui finit par se résorber sans problème. Bien sûr, on ne peut pas comparer ce risque-là d'un petit hématome avec celui d'un accident thromboembolique. Le locaux, c'est le collagène lyophilisé. Je vous demande pardon. Commercialisé en France sous plusieurs appellations, et notamment le Pangène. Eh bien, ce Pangène, qui est vendu en compresse, doit être mis dans les alvéoles après l'ablution, après ou avant les sutures. Moi, je préfère faire les sutures dans le cas d'extraction, pas dans le cas de grosse qualité. Faire les sutures et après faire le parage au Pangène, parce que son problème, c'est qu'il colle un peu aux instruments. Il y a l'oxycellulose résorbable, c'est ce qu'on utilisait depuis toujours, notamment le Surgicel. C'est à peu près le même principe. Oxycellulose résorbable, mais si vous lisez bien les instructions du fabricant, vous voyez que cette résorption n'est pas toujours systématique. Et il y a eu des cas de surinfection suite à la présence de l'oxycellulose résorbable dans les alvéoles. Il y a bien sûr la gélatine, là vous connaissez tous, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a plusieurs appellations dans le gel poine. Et il y a surtout les sutures mucogingivales, sutures qui sont, personnellement je conseille les sutures non synthétiques, les sutures soit en vitrine, soit en soie, et donc à résorption lente, je veux dire, et des sutures unitaires. Il y a surtout les antifibrinolytiques comme l'acide tranexamique, dont le chef de file est l'hexacil, médicament que les gynécologues ont découvert nettement avant nous et qu'ils utilisent très fréquemment. Eh bien, ce médicament, qui est efficace lorsqu'il est bien utilisé, qui a un coût faible, qui a une utilisation simple, qui n'a pas d'effet délétère ou pas du tout, en tout cas pas dans nos indications. Personnellement, je l'utilise en application topique, en compression intermittente, c'est-à-dire après l'ablution, on prend une compresse, on l'imbibe d'acide tranexamique, on fait mordre le patient dessus pendant 10 minutes, intermittente, ça veut dire qu'on renouvelle ça plusieurs fois, et on ne lâche jamais un patient avant que l'hémostase soit effective. Il ne faut surtout pas laisser les patients partir avec une compresse dégoulinante de sang sur les superbes escaliers de marbre de vos services.
Les cyanoacrylates. Les cols, vous savez que ces cols sont encore utilisés dans plusieurs pays, notamment au Canada, en Suisse aussi, mais ils sont un peu snobés en France, quoique certaines équipes reviennent à ces cols, surtout pour des raisons économiques. Mais les cols qu'on utilise le plus maintenant, ce sont les cols de fibrine, ces cols biologiques qui sont extrêmement utiles pour plusieurs autres indications, mais celle-ci est une des principales indications. Et ces cols de fibrine, le problème en France, depuis le scandale du sang contaminé, ne sont pas autorisés en vente. Elles doivent être uniquement utilisées par un praticien hospitalier. Donc, je peux les utiliser moi à l'hôpital, mais malheureusement, les praticiens de ville ne peuvent pas les utiliser. Ce qui est complètement ridicule, parce qu'à Strasbourg, les gens font 4 km, ils sortent, ils vont en Allemagne à Kiel, et là, ils peuvent acheter en pharmacie tout ce qu'ils veulent, et l'école biologique. À Genève, Jackie utilise l'école biologique, sans problème non plus. Le principe de précaution ne traverse pas les frontières. Alors, le mode d'action de ces cols biologiques, c'est essentiellement l'inhibition de la fibrinolyse, comme vous le voyez ici, mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous montre plutôt comment on les utilise. Alors, personnellement, je n'utilise plus le tissu-colle parce que, tel qu'il est commercialisé en France, il est relativement délicat d'utilisation. J'utilise le Quick Seal que vous voyez ici, qui est d'utilisation beaucoup plus simple. Une fois qu'on a fait l'hémostase locale, on va injecter le Quick Seal dans les alvéoles. Vous voyez que ça déborde ici un petit peu, c'est bon, il faut s'arrêter là. Ça veut dire que l'alvéole est remplie. Et j'ai participé récemment à un congrès de cardiologie où j'ai vu que nos amis chirurgiens cardiologues utilisent aussi le Quick Seal, mais alors de façon beaucoup plus importante, pour après l'intervention, ils arrosent tout le champ opératoire avec le Quick Seal. Bon, ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Il y a aussi la compression comme moyen d'hémostase, la compression soit par les compresses stériles. Là, la seule précaution, c'est d'éviter de regarder toutes les 3 secondes si ça continue à saigner. Il faut que la compression dure la durée du temps de saignement, sinon ça ne sert à rien. C'est le moyen le plus simple, le plus efficace pour toute hémostase, que ce soit là ou ailleurs. Il y a aussi la compression par les gouttières hémostatiques, que personnellement j'ai utilisées à plusieurs reprises quand j'étais plus jeune, mais là aussi elles sont un peu snobées parce que, soi-disant, elles peuvent blesser les patients, mais quelqu'un qui est installé à Trifouilly-les-Oies ou à Klein-Frankenheim, c'est dans le Bas, eh bien, où n'est pas près d'une structure hospitalière, eh bien, ça peut rendre des services énormes, il suffit de bien les polir, et c'est tout. Donc, cette hémostase locale se fait, comme vous le voyez ici, une fois que l'ablution est faite, on peut mettre en place un agent anti-hémostatique, comprimé par-dessus. On peut aussi mettre en place la colle biologique, la colle de fibrine, et par-dessus, on met la compression. Donc, voilà, c'est des choses tout à fait simples, pratiques, que tout praticien peut réaliser. Comment conclure ? Bien, je dirais qu'il est important d'effectuer une anamnèse correcte. Les données anamnestiques sont extrêmement importantes, ça paraît simple, mais vous ne pouvez pas savoir quels sont les antécédents du patient. Il ne faut pas s'arrêter au fait « ah, je prends du cardégique ». Oui, parce que lui, il prend du cardégique depuis des années. Mais est-ce qu'il y a des facteurs de comorbidité ? Est-ce qu'il est hypertendu? Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce qu'il est? Et ça, c'est important. Ça, c'est de votre ressort parce que c'est ça qui va vous permettre d'évaluer le risque médical et le risque hémorragique. Donc, cette évaluation du rapport bénéfice-risque me semble être extrêmement importante. Et ça, bien sûr, il faut s'appuyer sur les recommandations, mais c'est vous, votre expérience, votre intelligence, votre démarche intellectuelle qui va vous permettre
de vous dicter in fine votre conduite à tenir. Bien sûr, l'importance de l'hémostase locale, comme je l'ai survolé très rapidement, et je vous rappelle ce que j'ai eu l'occasion de vous dire hier matin. Il n'y a pas de complications graves avec le maintien des AAP et des habitats, quels qu'ils soient, mais il y a possibilité de complications parfois dramatiques en cas de modification ou d'arrêt des habitats. J'espère avoir respecté mon temps de parole et merci de m'avoir prêté attention. Merci Ahmed. Tu as même respecté plus que ton temps de parole, tu as laissé le temps pour la discussion. Tu attendais des questions. Alors, certainement. Je vais faire 2-3 petits compléments parce que, mais brièvement. Tu n'as pas insisté, et je crois qu'il faut le dire, c'est que quand il y a un processus inflammatoire et quand on n'a pas les syndicats sur le dos, il faut diminuer l'inflammation parce que l'inflammation elle-même est un facteur de comorbidité. Peut-être aussi dans cet esprit-là, nous, pour tout ce qui est trouble de l'hémostase au sens général, on fait les soins sous une couverture antibiotique. Oui, je ne l'ai pas développé, mais c'était le cas. Hein, c'est des petits compléments pour qu'on insiste bien dessus. Alors, il y a deux choses où je vais te reprendre un petit peu, parce qu'il a dit que je trouvais ces recommandations un peu déjà dépassées quand elles ont été écrites, ce qui est vrai, et je persiste à le dire. Entre autres, les gouttières de compression, je pense que ça n'a jamais eu une réelle efficacité. Tout simplement, sous la gouttière de compression, il y a une suffusion. Or, quand on a bien compris le problème de l'hémostase, c'est, disons, l'étanchéité de ce qu'on fait qui permet la cicatrisation du vaisseau qui est le dernier temps de l'hémostase. Et tant que vous avez une suffusion, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de cicatrisation du vaisseau puisqu'il saigne. Donc, la brèche vasculaire persiste. Donc, modération sur les gouttières. Tout à fait. Et je crois qu'elles sont abandonnées pour cette raison, pour manque d'efficacité, tout simplement. De même, les compresses d'hexacide, je pense que c'est compliqué un petit peu le problème de l'hémostase pour beaucoup de patients qui ont déjà du mal à comprendre certaines choses, et je ne suis pas sûr de leur efficacité. Mais ça ne coûte pas cher, c'est évident. J'ajouterai une petite combine pour les cols de fibrine, parce qu'on vous a montré qu'il faut comprimer. Or, en fait, on vous dit, parce que si vous le faites avec une compresse sèche, en fait, souvent, vous retrouvez votre pansement de fibrine ou votre colle de fibrine avec la compresse. Quand vous l'enlevez, après, on vous dit qu'il faut mouiller la compresse pour pas que ça se prenne dedans. C'est insuffisant. Or, il faut utiliser les moyens du bord. On a toujours un bout de cire rose qui traîne. Vous mettez de la cire rose que vous modelez sur la crête alvéolaire et vous faites comprimer dessus. Et là, votre pansement, il reste toujours dedans. C'est des petites combines. Donc, voilà ce que je voulais apporter comme complément, mais pressé par le temps, t'avais oublié de le dire. Je reviens à la politique des petits pas. Vous connaissez mes origines. Eh bien, les recommandations telles qu'elles sont publiées sont amenées à évoluer. Et dans les prochaines recommandations, il a dit tout à l'heure que j'agissais encore. Eh bien, dans les prochaines recommandations, je puis vous assurer que les choses sont beaucoup plus importantes encore et que la responsabilité des praticiens sera encore beaucoup plus sollicitée. Parce que vous avez vu qu'on peut effectuer des avulsions multiples sans problème chez un patient sous AVK. Vous imaginez le nombre de vies que vous pouvez sauver, le nombre de patients que vous pouvez sauver également de certaines complications, même si ce n'est pas létal. Notre ami libanais, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, m'a parlé d'un cas personnel qu'il connaissait hier, d'un cas extrêmement révélateur.